Aujourd'hui, je reçois Frédéric Puzin, président, fondateur et PDG de Quorum. Avec plus de 7 milliards d'actifs sous gestion, Quorum a notamment été le premier acteur des SCPI à sortir de France afin d'investir partout en Europe. Pendant très longtemps, j'ai dit, on n'a pas investi en France pendant quasiment 12 ans. On me posait la question, mais pourquoi est-ce que vous investissez en France? Donc j'explique pourquoi, marché trop cher, trop de pression. Et j'avais dit, mais un jour je reviendrai. J'attends la prochaine crise et vous verrez, quand le marché va se retourner, je reviendrai. On l'a fait. Précurseur sur le marché, je l'avais déjà reçu il y a plus d'un an dans un Finarito lorsque le marché des SCPI commençait à décrocher. Depuis, cette crise s'est accentuée et la confiance dans les SCPI s'est fortement effritée. Autant avant 2022, j'aurais pas mis un copec aux États-Unis parce que tu avais la Chine, parce que tu avais tout un tas de choses qui se passaient, tu sentais plutôt les États-Unis en attrition. Là, tu te rends compte que de toute façon, tu peux rien faire sans les États-Unis. Dans cet épisode, je lui pose toutes les questions, même celles qui dérangent, afin de comprendre si les SCPI sont encore une option viable pour les investisseurs. Bon, on va se parler franchement. Est-ce que les SCPI sans frais, elles te font du mal aujourd'hui? Je vais te donner un chiffre. Frédéric, je t'avais reçu il y a plus d'un an dans ce studio. C'était le début de la chute du marché de l'immobilier et aussi de la crise de pas mal de SCPI. Depuis, ça s'est accéléré. Il y a notamment la SCPI d'Amundi, Génépierre, qui a perdu 30% sur un an. Il y a aussi une collecte en fort ralentissement. Si je regarde les chiffres entre le S1 2024 et le S1 2023, on est à moins 58%. C'est quoi ton analyse et est-ce qu'on a touché le fond? Les premières ont annoncé les premières baisses de prix de part, ça va être mai 2023. Ouais. Et j'avais dû dire l'année dernière, c'est pas fini, c'est le début, quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est pas le début et il n'y avait pas grand-chose de surprenant dans la mesure où cette crise elle est assez générale et elle vient juste d'une chose, c'est t'as le Covid. Derrière, Monsieur Poutine envahit l'Ukraine. On doit être février 2022, 24 février 2022. Et derrière, pénurie sur le gaz russe. Et puis derrière, la machine s'emballe, l'inflation explose. Et on se retrouve dans une situation où les banques centrales prennent peur. Donc les États réagissent, les banques centrales réagissent, ils augmentent les taux d'intérêt. Évidemment, dans ces cas-là, le premier marché qui est touché, je parle d'investissement, c'est le marché obligataire. Donc les obligations, tu prêtes de l'argent à une entreprise, un État. Évidemment, si l'inflation monte, tu vas vouloir avoir plus d'intérêt que l'inflation. Donc les taux d'intérêt sont mis à exploser parce que les États ont voulu juguler l'inflation. Après, tu te dis, le truc qui doit réagir tout de suite, c'est la bourse. Alors là, ça a été, là aussi, il y a eu un accident historique, c'est que la bourse n'a pas du tout réagi au taux d'intérêt. Il y a plein d'explications derrière ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste du truc, mais c'est quand même aussi une anomalie de comportement. Il n'y a pas de raison que quand tu as un actif qui a une valeur qui est liée à des taux d'intérêt, parce que tous les actifs sont liés à des valeurs de taux d'intérêt, tu as des taux d'intérêt qui montent, tu attends plus de rentabilité. Donc, si les revenus ne bougent pas, il faut que tu achètes moins cher. Et derrière, il y a un truc qui met toujours beaucoup de temps à bouger. Ça, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je le connais un peu mieux. C'est le marché immobilier. Le marché immobilier, tu sais, comme le coyote de Tex Avery. Il court, il passe au-dessus du vide, il continue à courir. Puis tu sais, il se met à chuter au bout de la falaise une fois qu'il est vraiment dans le vide. Le marché immobilier, c'est ça. Donc lui, il a commencé à réagir, on va dire, vraiment dernier trimestre 2022. C'était déjà parti. Et pour une raison très simple, c'est que les mecs de l'immobilier ont été ramenés à une réalité, c'est que tu ne peux pas investir à 4 quand la dette coûte 5. Ça ne marche pas. 4 de rendement, tu veux dire? Ouais. Tu ne peux pas acheter à 4% de rendement un immeuble quand la dette coûte 5. Le truc a tenu, on va dire, 9 mois, 1 an, puis fin 2022, ça a commencé à craquer un peu dans tous les sens. D'abord parce que les banquiers ne prêtaient plus. Ensuite, quand ils prêtaient à des taux beaucoup plus élevés. Donc, il y avait moins d'acheteurs puisqu'il n'y avait plus de dette. Et puis après, il y a un principe de réalité. C'est pourquoi faire de l'immobilier à 4% quand je peux acheter une obligation qui va faire naturellement du 6, du 7, voire du 8. Voilà. Et donc là, il y a un principe de réalité dans lequel les acteurs de l'immobilier ont été confrontés à une situation qui est je peux plus faire l'immobilier comme je le faisais avant, ça vaut pas ce prix-là. Et donc tous les actifs ont potentiellement une baisse de valeur, les ont actés, les ont subis, et c'est une réalité. Voilà. Donc la SCPI, ça n'est qu'un petit machin dans le monde de l'immobilier. Il faut bien comprendre qu'on parle beaucoup de SCPI, mais c'est qu'un petit truc dans le monde de l'immobilier. Alors après, je voudrais juste revenir 2 secondes sur ton introduction parce que faut remettre les choses dans leur contexte. D'abord, globalement, je crois qu'en 2023, la moyenne pondérée des baisses de parts de SCPI, ça va être moins de 3%.
sur les Ouais, dans les 100 et centaines quelques. SCPI, et je sais plus combien il y a de gérants aujourd'hui. Il y a quasiment un gérant tous les jours aujourd'hui. C'est assez drôle. Donc ça veut dire qu'il y a eu des accidents industriels. Notamment les gérants dont la première lettre commence par un P et se termine par un YAL. Généralement, ça s'est assez mal terminé. Et il y en a plusieurs. Tu les as cités. Tu as cité Amundi. Il y a eu tous les bancaires quasiment. Voilà, ça a été un crash industriel avec des très grosses décotes. Certains ont été jusqu'à 40%, voire même un peu plus, avec plusieurs baisses successives. Pourquoi eux particulièrement? Pourquoi eux particulièrement? En fait, tout ça, c'est lié à des comportements. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est être concentré sur un marché. Voilà. Les mecs qui ont investi à faire que du bureau en France, évidemment, ils ont pris plus de risques. Et ils ont pris d'autant plus de risques qu'ils étaient naturellement concentrés, mais en plus de ça, ils ont acheté très cher. Parce que c'est une confusion qu'on entretient souvent dans l'immobilier, qui est savamment entretenue d'ailleurs, qui est l'immobilier valeur refuge. Ok, l'immobilier n'a jamais été une valeur refuge. L'immobilier, c'est une valeur tangible. Je peux toucher ce mur-là, il existe. Contrairement à une action, c'est un truc un peu impalpable, tu vois. L'immobilier, ça existe. Ah bon, ok. Mais la valeur, elle bouge à tous les instants. D'ailleurs, c'est ce qui a montré cette crise, c'est que ça bouge. Dans un sens comme dans l'autre. Ça peut descendre surtout. Mais ça peut monter, mais ça peut descendre. Ça fluctue. Voilà. Donc, l'immobilier n'est pas une valeur intangible. Partant de là, comme beaucoup d'acteurs de l'immobilier, ils sont d'ici, enfin, le raisonnement, et d'ailleurs, c'est ce qui a été vendu, mais je ne parle pas que des SCPI, c'est plus je vais acheter cher dans des quartiers que tout le monde veut, par exemple du bureau intramuros à Paris, dans le Triangle d'Or, je suis à l'abri de tout jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour ça que ça vaut 2%. Bah non, un jour ou l'autre, il se passe quelque chose, ça vaut plus 2, ça vaut 3. Et quand tu passes de 2% à 3% de rendement, quand tu achètes, ou quand tu vends, ça veut dire que tu perds 50% de la valeur. C'est mécanique, c'est arithmétique. Donc les mecs, ils sont concentrés sur les actifs les plus chers. Alors après, nous, on a eu la bonne idée, quelque part, la bonne idée ou la malheureuse idée pour le marché, de partir investir à l'étranger en 2012 en se disant, en fait, le marché français, il est trop cher, on va aller partir à l'étranger. Alors, on a été suivi. Premier réflexe des gérants de SCPI, on va aller dans le plus beau marché immobilier européen après la France. Après, la France, c'est quand même un marché allemand. Sauf que la terre entière a investi en Allemagne pour acheter de l'immobilier, donc c'est un marché très cher. Donc à nouveau, on a acheté très cher les immeubles sur des secteurs les plus concentrés, comme le bureau. Comme les rendements n'étaient pas terribles, on a peut-être mis beaucoup de dettes. Donc tu achètes cher, tu mets beaucoup de dettes, et là, tu as un cocktail assez détonnant pour qu'un jour ou l'autre, quand les prix repartent à l'envers, tu aies des grosses pertes. Donc ça a été un facteur aggravant. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui est assez propre au SCPI. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais c'est un truc que je dis souvent et dont je suis intimement persuadé. La SCPI, si on veut, c'est une machine à perdre. D'ailleurs, comme beaucoup de produits d'épargne. C'est-à-dire que tu vas attirer l'investisseur, l'épargnant. Je ne parle même pas d'investisseur. Tu vas attirer l'épargnant sur des thématiques qui sont chatoyantes. Chatoyantes, c'est-à-dire que toi, citoyen, épargnant lambda, tu vas dire « Ah ouais, je comprends l'histoire, c'est assez logique. » Bah oui. D'ailleurs, j'en entends parler un peu autour de moi, c'est logique. Alors, je te donne des exemples. Donc, tu vas collecter sur un thème. Tu vas créer une SCPI sur un thème. Donc, tu vas beaucoup collecter sur le thème. Tu vas emmener les investisseurs, tes épargnants, sur un segment qui est hyper concentré, avec une belle histoire. Sauf que toi, gérant, tu n'es pas le premier à avoir eu cette idée-là. En gros, tout le monde a la même idée au même moment. Donc, tout le monde va vouloir acheter la même chose. Puis, tu te retrouves sur un marché où tu as dit à tes investisseurs, par exemple, que je dis n'importe quoi, tu allais acheter des épiceries en Allemagne. Comme si tout le monde doit acheter des épiceries en Allemagne et puis que tu as 10 épiceries à vendre en Allemagne, il va y avoir 50 acheteurs et un vendeur. Donc toi, tu es contraint et obligé d'acheter puisque tu as promis que tu achetais, donc tu es obligé de payer le plus cher. Donc tu fais monter les prix et tu subis le marché. Alors le truc le plus flagrant dans cette idée-là, ça a été... alors, en 2020, j'avais beaucoup de journalistes qui m'appelaient en me disant « Mais plus un, vous voyez pas le truc, là, il y a un truc génial à faire dans l'immobilier, c'est la santé. » Alors ma réponse, c'était de dire « Mais oui, mais la santé, très bien, mais la santé, c'était intéressant il y a 10 ou 15 ans. Pendant le Covid, tout le monde voulait faire la santé. Et le problème, c'est que le marché de la santé en Europe, c'est un marché qui est minuscule. Donc, tu t'es effectivement retrouvé dans les situations où tu avais des CPI santé qui devaient acheter des actifs, elles avaient plein d'argent. D'ailleurs, elles pesaient très lourd sur le marché parce qu'elles avaient énormément d'argent. Et il y avait 50... il n'y avait rien à vendre. Donc, elles étaient obligées d'acheter à pas de prix. Et donc, on voit bien que en plus, ça, c'est les CPI qui, depuis un an, souffrent terriblement parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs. Et puis que ça a été surcoté, qu'elles ont payé trop cher, et ça finit dans le mur. On voit que les SCPI diversifiés ont d'ailleurs monopolisé la collecte, 70% des flux au premier trimestre 2024. Est-ce que c'est la seule solution pour un épargnant aujourd'hui ?
Mais non, mais ça peut prendre le problème à l'envers. La solution, c'est pas la diversification. La diversification ne doit être que le résultat d'une stratégie. Alors, on peut se dire, un peu à l'aveuglette, je me diversifie. Mais se diversifier pour se diversifier, tu vas peut-être par moment faire des bonnes affaires, mais si tu es vraiment diversifié, tu te dis, si je veux vraiment acheter tout, tu vas faire des trucs qui vont aussi coûter cher parce que tout le monde va les vouloir. À un moment ou à l'autre, tu vas aller faire du bureau en Allemagne, à une certaine époque, tu vas faire de la santé en France. Et je pense que la solution, enfin moi c'est ce que j'ai pensé à partir de 2012 quand on a créé Quand même Origine, la solution c'est pas d'être diversifié, la seule solution c'est d'être hyper opportuniste. Et juste avoir une démarche dans laquelle tu te dis j'achète pas ce que tout le marché veut, qui est trop cher, par contre j'identifie dans le marché ce que personne ne veut et j'essaye de voir si ce que j'achète, un, j'ai les loyers sécurisés et deux, un jour ça a une chance de remonter. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir les diversifications intelligentes. Ta diversification n'est le résultat que d'une stratégie hyper opportuniste. Et pour moi, c'est la seule et bonne façon de faire. Le seul problème, c'est que tu n'as aucune histoire à raconter. Tu peux pas dire je vais faire une SCPI Grand Paris, tu peux pas dire je vais faire de la logistique, je vais faire, tu vois. Donc c'est très compliqué à expliquer. Et il faut attendre du temps pour faire une démonstration. Comme l'a dit Frédéric, la clé lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est les cash flows. Et ça tombe bien, avec Finari, l'application que j'ai développée, c'est exactement ce que vous allez pouvoir suivre. Dans l'application, vous pouvez suivre à la fois vos investissements en SCPI, mais aussi tous les investissements immobiliers que vous avez par ailleurs, et également tous les comptes d'investissement que vous avez. Pour l'immobilier spécifiquement, vous allez voir votre cash flow, votre TRI, les frais que facturent les SCPI, une notion qui est souvent mal comprise, afin d'avoir vraiment toute l'information en un clin d'œil. Mais Finari, c'est beaucoup plus que ça, puisque vous pouvez aussi gérer votre budget, analyser vos dividendes et même investir en crypto-monnaie au sein d'une même appli. Finari, c'est l'application faite par les investisseurs, pour les investisseurs, afin de mieux gérer leur argent. À l'occasion de ce talk, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement avec le code qui va s'afficher juste en dessous. Allez, on retourne au talk. Du coup, il y a la Défense en ce moment, tu vois, qui connaît un taux de vacances assez important, 15%. On estime que ça pourrait doubler là dans les années à venir. Est-ce que c'est une opportunité justement pour les investisseurs? Bah bien sûr. Après, c'est comme tout, il faut payer le juste prix. Acheter un immeuble à la Défense, alors quand tu as du Défense bashing, nous on a essayé d'acheter un truc à la Défense, j'ai raconté une anecdote, il y a un an. On arrache le truc, on était sur le point de signer et le vendeur, on s'était enquis auprès du vendeur avant d'acheter en disant vous êtes sûr que le locataire ne va pas acheter parce qu'il y a un droit de préemption. Non, le locataire ne va pas acheter, il n'est pas intéressé, la Défense, il n'y croit pas, c'est mort, etc. C'est quoi, c'était une grosse boîte le locataire? Ouais, c'était une énorme boîte, je tairai le nom, le vendeur aussi d'ailleurs. On se met d'accord sur un prix. On avait 15 ans de bail, l'immeuble qui avait 5-6 ans. Voilà, c'est un gros truc, c'était 100 ou 120 millions d'euros. Le locataire, quand il apprend le prix auquel on achète finalement, il préempte. Bah oui, parce que lui, il savait combien de temps il a resté, il connaissait le loyer. Donc tu te dis, sur 15 ans, compte tenu du prix, vu le prix auquel j'achète, il va se passer des choses. C'est un locataire qui n'a rien à voir avec l'immobilier, enfin, c'est pas du tout leur cœur de métier. Non. Et donc, tu imagines bien que, ben oui, il y a des choses à faire. Après, tout n'est qu'une question de prix. C'est comme je pense que tu m'en parleras tout à l'heure, c'est comme le Brexit et l'Angleterre après le Brexit. Voilà. En fait, le truc est assez simple. C'est que les investisseurs sont très moutonniers. Et d'abord, ils ont besoin de faire leur marketing. Le marketing, il faut que ce soit un truc chatoyant pour l'investisseur, pour l'épargnant. Donc, tu as vraiment des thématiques. En fait, tout le monde va au même endroit au même moment. Donc, tu crées une surpression inflationniste. C'est un truc basique. Hein. Il y a trop d'argent au même moment, au même endroit, tu crées une surpression. Donc, tu fais augmenter artificiellement les prix. Puis, tu as le même phénomène inverse. Quand tout le monde veut partir en courant, tu fais baisser les prix. C'est ce qui se passe à la Défense. Il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de prix. C'est maintenant qu'il faut y aller. Du coup, on n'a pas eu de chance d'acheter ce qu'on voulait parce qu'on est quand même assez sélectif. On a fait une super truc en début d'année à Boulogne. Voilà, un truc... Sur du bureau? Ouais, sur du bureau. Bah, la même histoire, quoi. Bah, là, l'immeuble n'a pas été préempté, mais ça a fait date. On a acheté à un prix qui est juste dément, quoi. Et j'avais dit, pendant très longtemps, j'ai dit, on n'a pas investi en France pendant quasiment 12 ans, quasiment rien en France. Et j'avais dit, on me posait la question, mais pourquoi est-ce que vous investissez en France? Donc j'explique pourquoi, marché trop cher, trop de pression, trop d'acheteurs. Alors que vous êtes une boîte franco-française. Ouais, on est franco-française. Et j'avais dit, mais un jour, je reviendrai. J'attends la prochaine crise et vous verrez, quand le marché va se retourner, je reviendrai. Ben, on l'a fait. Alors, on le fait avec parcimonie parce que le problème, c'est que la France a un marché... en fait, c'est un marché, comment dirais-je, assez grégaire, assez fermé. Les prix ont baissé, mais il y a peu de choses à vendre. Comme il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels, ils ont le temps, donc ils ne sont pas obligés de vendre. Alors, à moins que tu aies un investisseur très agressif
qu'on force à vendre, ce qui est le cas de certaines SCPI, les mecs vendent pas. Tu as parlé des comportements moutonniers, en tout cas du fait de suivre les tendances. Il y a une tendance qui est assez forte, c'est les SCPI sans frais d'entrée. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Sur Finari, on a regardé 27% des utilisateurs Finari qui font de la SCPI ont du remake live. Donc c'est quand même intéressant. Ces SCPI-là, elles affichent des rendements assez élevés, 6-7%. Comment toi, tu perçois ces acteurs et pourquoi un investisseur aujourd'hui devrait aller vers du quorum plutôt que vers ces gens-là qui servent des rendements plus élevés? Bon, alors d'abord, je vais remettre l'église au milieu du village. Alors d'abord, Quorum a inventé un truc il y a 10 ans qui est historiquement une SCPI quand tu la crées. C'était historique. Tu crées une SCPI, la première année, ça fait 0 de rendement. La deuxième, ça va faire 2 ou 3. Puis la troisième, quatrième année, tu commences à avoir un rendement normal. En fait, les gérants étaient assez passifs par rapport à la gestion de la collecte quand elle arrive. En fait, une SCPI, quand elle se crée, c'est un momentum incroyable parce que tu as peu de capitalisation, tu as beaucoup d'argent qui arrive d'un seul coup. Donc, tu arrives à créer de la relution. C'est-à-dire que tu arrives à investir très vite ton argent alors que tu as peu de personnes qui se partagent le gâteau. Ça, on a inventé ça. Le record du monde de performance d'une SCPI, c'est une SCPI qui s'appelle Quorum Orion. Elle a fait 10-40, je crois, en 2020. Première année de Quorum Orion. Première année de Quorum Orion. La deuxième année, elle a dû faire 6,50. En plus, ça, elle avait augmenté son prix de part. Donc, ça doit faire, avec l'augmentation du prix de part, ça fait une performance globale de l'ordre de 8,50, quelque chose comme ça. Et ça a été comme ça les 3 premières années. Et toutes nos SCPI, les premières années, on sait faire. On a initié ce mouvement-là. Donc, le fait que des jeunes SCPI, les premières années, fassent des très bonnes performances, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les gens ont compris, génial, j'applaudis des deux mains. Après, tu l'as dit, mais en fait, personne ne l'entend. C'est des SCPI sans frais de souscription. Bien sûr. Ok. Je vais te faire une image. Je vais te donner une image. J'ai une idée de génie pour le business. Tu connais Starbucks? Bien sûr, ouais. Ok. Moi, je vais inventer un truc qui s'appelle Starcup. Ok. Je vais faire le café gratuit. T'es d'accord avec ça? Sympa. Je prends. Sympa. Maintenant, quand tu vas venir t'asseoir à la table, j'ai un café gratuit. Par contre, pour accéder à la table, c'est 2 €. Et si tu veux du sucre, c'est 50 centimes. Et si tu veux une cuillère, c'est 30 centimes. Voilà. Pour moi, le problème de la SCPI sans frais, c'est pas un problème. Il faut que les gérants gagnent leur vie, ils mettent des frais où ils veulent. Et je trouve plutôt intéressant de ne pas mettre de frais de souscription et de mettre des frais ailleurs. Très bien. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et voilà, c'est ça qui est très gênant dans cette histoire. Parce que tout le monde retient le sans frais de souscription. Maintenant, tout le monde oublie la tartine de frais qui n'existe pas dans les autres SCPI et qui est un vrai sujet. Parce qu'en plus, ça, par exemple, tu as des frais. Alors, ils ont des frais. Ils ont remplacé quelque part une partie des frais de souscription par les frais d'investissement. Les frais d'investissement, c'est un truc qui me gêne parce que quelque part, ça pousse un peu au crime. Moi, ça pousse à déployer, tu veux dire? Ouais, ça pousse à aller chercher à mettre de la dette parce que toi, tu vas mettre 100 €, mais le gérant, il va toucher sa commission sur tes 100 €. Alors, il va pas, c'est pas une commission de souscription. C'est-à-dire que c'est un jeu de bonne taux. C'est-à-dire que plutôt que de prendre au moment de la souscription, il va investir. Enfin, s'il fait bien son boulot, il investit dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Donc, il prend l'argent plus tard. Il prend l'argent plus tard dans les SCPI. D'accord? Et puis après, un moyen d'en avoir plus, c'est de mettre de la dette. Parce qu'il prend des frais chaque fois qu'il met de la dette. Donc, je trouve ça assez intelligent. Mais ça pousse au crime. C'est-à-dire que par moment, il faut mettre de la dette dans une SCPI. Aujourd'hui, il faut plutôt mettre de la dette. Il fallait mieux éviter de mettre de la dette il y a 4-5 ans quand les prix étaient les plus élevés. Et après, il y a, tu vois, par exemple, il y en a certaines qui ont des frais d'intermédiaire. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'autres intermédiaires, ils prennent une commission supplémentaire. Et là, c'est pareil, c'est comme mon histoire de Starcup. C'est-à-dire que quand tu es acheteur, c'est jamais toi qui paye la commission de broker, c'est le vendeur. Donc, tu prends à tous les coups. Tu vois. Donc, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que très bien, chacun a son business model, chacun a son offre, mais ce que retiennent les gens, c'est sans frais. Bon, moi, je vais inventer le business Starcup et on verra comment ça marche. Et c'est facile à faire dans les produits financiers parce que comme les frais sont cachés partout, tu ne le vois pas. Alors d'ailleurs, ça, c'est un deuxième sujet, mais lui qui est plutôt un sujet mécanistique. Alors pour conclure sur le premier point, le point X sur ces CPI sans frais de souscription, en fait, c'est l'équation, elle revient exactement même qu'avec les CPI avec frais de souscription au bout de 8-10 ans. Alors tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, je reste 5 ans. Ok, tu restes 5 ans, sauf que moi, si tu restes 5 ans, je ne sais pas gérer une SCPI. Enfin, quand tu achètes un immeuble, surtout des immeubles de cette taille-là,
Généralement, ton plan de gestion, tu vas jouer des marchés, si tu veux amortir les coûts d'acquisition, si tu veux valoriser tes immeubles, il faut du temps. Ou alors, il faut avoir beaucoup de bol pour être capable d'acheter de vraiment dans 5 ans en faisant des grosses plus-values. Oui. Tu recommandes de tenir une SCPI combien de temps? Alors, la moyenne statistique, je crois que c'est 22 ans. Bon, pour le coup, c'est peut-être un peu long, mais 8-10 ans, il n'y a rien de choquant quand tu fais de l'immobilier, tu vois. Ouais. Et après, il y a un truc que personne n'a vu pour l'instant, et ça, c'est le sujet de fond. C'est, en fait, cette commission d'investissement. Je vais te donner un exemple. Un gérant crée une SCPI, tu es le seul investisseur. Tu mets 100 dans la SCPI. Okay, si tu as les mêmes taux, tu as une SCPI avec commission de souscription de 5, d'accord, donc le gérant, il va investir 95, et si le lendemain matin, toi, tu veux sortir, il va être obligé de vendre l'immeuble. Mettons que le marché n'est pas bougé, il va te rendre 95. D'accord avec ça? Eh ben, avec les SCPI sans frais de souscription, la commission d'investissement, elle n'a pas ce traitement-là. C'est-à-dire que tu vas donner 100, le gérant, il a mis les mains dans la poche de la SCPI. Hein. C'est-à-dire que les frais, il les prend la souscription, il les prend en investissement. Sur les loyers. Sur les loyers, c'est lui qui les prend. C'est pas toi qui les paye. Tu as mis l'argent dedans et ensuite, celui qui se sert. Et donc, la commission d'investissement, il va la prendre. Donc, il va prendre les 5, donc il va bien investir 95. Si le lendemain matin, tu dis Coco, je veux sortir, donc tu vends l'immeuble. En fait, dans toutes ces SCPI, le prix de part est égal à la valeur à laquelle ils vont te sortir, dans ce qu'on appelle la valeur de retrait. Donc, ils te font la promesse aujourd'hui de te racheter à 100. Mais sauf que ils ont que 95 à te donner. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, personne n'a vu. Alors, ça crée un vrai problème, et ça crée un vrai problème d'autant plus que, comme l'idée qui est derrière, c'est comme j'ai pas de frais. Alors, il faut quand même pas sortir dans le CP avant 3 ou 4 ans, ça va dépendre, mais ils ont des frais de sortie qui sont assez importants, qui sont entre 5 et 6%, ce qui se comprend parce qu'ils n'ont quand même pas intérêt à ce que les gens sortent trop vite. Mais au bout de 5 ans, imagine, tu fais une super augmentation de prix de part, tu as bien géré. Oui, ils peuvent très bien gérer. Donc, il faut une augmentation de prix de part de 5%. Tu dis, oh, au bout de 5 ans, 5%, je me suis pris des bons rendements, pop, je revends. Tout le monde va revendre en même temps. Ou ils font une erreur de gestion, ça se passe mal, les taux d'occupation des immeubles baissent, tu vois. Ou ils vendent beaucoup leur SCPI à des assureurs, les assurants veulent sortir parce qu'il y a un truc qui leur fait peur dans l'immobilier. Donc, tu vas avoir des reflux massifs, et là, ils font sortir les gens comment? Parce que l'argent n'est plus dans le... Tu vois, il n'y a plus le grisby qui est là. Et puis, tout le monde sort en même temps. Donc, je pense que ces CPI, elles portent en elles les toxines qui ont, quelque part, amené pour d'autres raisons la crise des CPI actuelles. C'est pour ça que je suis à la fois intéressé par le modèle. Moi, je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est trop dangereux. Tu l'as étudié? Bah oui, ça fait longtemps. Enfin, ça fait 12 ans que j'ai gère des CPI, j'ai pensé à tous les schémas. Justement. Mais celui-là, il est hyper dangereux, il est hyper casse-gueule, et je pense qu'il porte en lui des vraies problématiques futures. Et j'ai pas envie de gérer ça. Voilà. Il est aussi moins rentable à court terme. Bah oui, mais sur le long terme, c'est plus rentable. Moi, si mes clients me quittent pas, j'ai pas eu de retrait pendant cette crise, ils restent. Voilà. C'est vachement plus rentable. Et moi, je rentabilise beaucoup mieux ma société de gestion avec des flux récurrents qu'avec du one-shot. Tu vois. Mais pour moi, c'est très malsain. Enfin, en tout cas, ça marche pas avec une SCPI. Une SCPI, c'est pas liquide. C'est ce qu'on explique à nos clients à longueur de journée. La SCPI, c'est pas liquide. Donc, si tu mets rien pour les empêcher de sortir, entre guillemets, très rapidement, et qu'en plus de ça, tu n'as pas de quoi les rembourser le jour où ils veulent sortir, ça devient un vrai problème. Je crois qu'il y a des minimums d'investissement sur les SCPI sans frais. Il me semble que c'est 3 ans ou plusieurs années. Mais si, tu peux pas sortir avant. À ce moment-là, ça te coûte 6%. Ouais. Mais au bout de 3 ans, tu peux sortir. Bon, on va se parler franchement. Est-ce que les SCPI sans frais, elles te font du mal aujourd'hui? Alors, tu sais, on m'a posé la même question il y a 4 ans, c'est est-ce que les SCPI santé font du mal? On m'a posé la même question il y a 8 ans, c'est est-ce que les SCPI qui vont investir à l'international vous font du mal? Oui, on était les premiers à investir à l'international. Je vais te donner un chiffre. Je crois que la collecte de quorum sur les 9 premiers mois de l'année, donc sur les 3 premiers trimestres, représente quasiment la somme du 2e et du 3e collecteur du marché. Et sachant que le 2e, il a des frais. Ouais, je te remets juste un panorama. Alors, il y a des frais. Il a des frais de souscription. Mais il n'a pas de frais d'investissement, il n'a pas de frais de brokerage, et puis surtout, il n'a pas des frais de gestion qui sont 40 plus chers.
Non, c'est un nouvel acteur. Bah, c'est très bien, mais il va y avoir plein de nouveaux acteurs. Moi, tu vois, je vais être un nouvel acteur avec ma SCPI US. Ça va être une déflagration. T'es un start-upper, en fait. Emmener des épargnants à investir aux États-Unis, enfin, tu vois, il va y avoir des frais de souscription, c'est sûr. Mais c'est une autre proposition, c'est autre chose. Voilà, donc, non, il y a toujours eu des nouveaux entrants. Alors, Quorum n'est plus le challenger perpétuel. On est devenu hyper visible parce qu'on a une énorme part de marché. On a fait une grosse démonstration avec cette crise. Hein. Il n'y a pas beaucoup de géants qui ont eu le parcours qu'on a eu pendant cette crise. On a été décriés pendant des années avec nos stratégies contrariantes. Mais je pense que notre stratégie, elle a démontré ses preuves. Et puis, je suis très confiant dans les années à venir sur les performances de nos SCPI. Fondamentalement, aujourd'hui, moi, si on va dire que j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, tu me verses des loyers, je me prends les prélèvements sociaux en plus, donc je suis à 47,2% sur les produits distribués. C'est cher, sachant que la moyenne du marché des SCPI, je crois que c'est 5% de rendement, c'est même un peu moins, 4,5%. Je crois que c'est même un peu moins. C'est même un peu moins. Fondamentalement, pourquoi un investisseur aujourd'hui, là, et en plus tu l'as dit, t'es pas liquide. Pourquoi aujourd'hui, en 2024, j'ai intérêt à aller sur de la SCPI? Ou est-ce que j'ai intérêt à aller sur la SCPI? Alors, je réponds déjà à ton premier point, t'es pas liquide, c'est une vérité. Sauf si ton produit est bon, tes clients te font confiance parce que tu as un track record qui parle pour toi, tu as des taux d'occupation des immeubles importants. Je vais parler de mon cas, chez moi, tu veux sortir, tu sors en 48 heures parce que j'ai toujours des clients qui rentrent. Mais pour autant, le jour où j'ai plus de clients qui rentrent, et ça pourrait arriver, il faut me vendre les immeubles. Vendre un immeuble, c'est 9 mois. C'est en ça que c'est pas liquide, le SCPI. Mais si tu fais un investissement immobilier en direct, tu vas pas vendre ton appartement demain matin, ça va prendre autant de temps. Donc la liquidité est un sujet relatif. Mais pour autant, le truc assez fameux dans la SCPI, enfin assez fabuleux, c'est que tu es hyper diversifié. Et quand la SCPI est bonne et qu'elle fonctionne bien, qu'elle est bien gérée, la liquidité, elle existe. Il y a des gens qui ont eu leurs problèmes de prix de part. D'ailleurs, les deux sujets sont liés, ont bloqué la liquidité. Mais ceux qui ont bien géré, ils n'ont pas bloqué la liquidité, il n'y a pas eu de sujet. Donc tu peux revendre très vite. Taux d'imposition, en fait, ce dont tu me parles, c'est une SCPI française qui investit essentiellement en France. Ouais. Et c'est une réalité. Je vais pas te parler des SCPI étrangères, qui investissent à l'étranger, parce que elles ont un petit avantage par rapport à ces SCPI-là, et en gros, elles retombent dans la tranche d'imposition que tu as évoquée tout à l'heure à 30%. Voilà, mais je ne veux pas trop en parler, parce qu'à force d'en parler, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire repérer. Je pense que tu es assez visible quand même. Non, mais on va se faire repérer. Mais tu veux dire par l'État ou... Évidemment. Donc, c'est pour ça que moi, j'en ai... Ça a été discuté au PLF Non, mais c'est pour ça que moi, j'en ai jamais fait un argument concurrentiel. Enfin, faut être très raisonnable. Tu veux peut-être juste le détailler pour quelqu'un qui... Non, mais tu ne payes pas de CSG, CRDS. Donc, si tu as un placement financier. Sur les bâtiments qui sont à l'étranger. Ouais. Tu ne payes pas de CSG, CRDS. Donc, tu as la TMI. Quoi. Ouais, voilà, mais moi, c'est comme le LMNP qui était un peu... avec l'amortissement du LMNP, donc c'était investissement locatif meublé. Voilà, tout le monde en parle beaucoup, ouais, mais tout le monde s'est balancé dans ce truc-là parce que tout le monde a vu que la fiscalité du truc. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça c'est un avis personnel, hein, mais la pire des conneries quand on investit, la pire des choses pour son épargne, c'est d'abord foncer la fiscalité. Ça, on le dit tout le temps, ouais. Moi, c'est pas le problème de payer des impôts, je veux d'abord gagner de l'argent. Une fois que j'ai gagné de l'argent, je suis fiscalisé. Tu vois, mais la morale du LMNP, c'est que maintenant, ils n'ont pas payé d'impôts, mais enfin, ils ont perdu de l'argent aussi. Donc, tu vois. Sur un mauvais LMNP. Ouais, enfin, c'est comme les Girardins. Hein. Ça, c'est autre chose. Non, mais statistiquement, ça se finit toujours à peu près de la même façon. Ça peut se finir mal. Ouais. Ça peut se finir assez mal. Il y a eu pas mal de changements au niveau de la réglementation, de la régulation, notamment l'ordonnance du 3 juillet sur ce qu'on appelle les FIA, les fonds alternatifs. Notamment plus d'obligations en matière de transparence pour les gérants. Donc, il faut publier toutes les données relatives à la SCPI 2 fois par an. Ouverture de l'investissement à l'énergie et à des parcs de panneaux photovoltaïques et la possibilité de vendre de l'électricité. Et enfin, suppression de du prix de part nominal de 150 €. Donc, vous, aujourd'hui, je crois qu'à Quorum, vous êtes sur Origine, vous êtes à 1135 €. Donc, pas mal de changements. Est-ce que c'est des changements qui sont importants, selon toi? C'est les changements qui me font sourire. Pourquoi? D'ailleurs, l'histoire des expertises. Enfin, tu vas pas chez le médecin quand tu n'es pas malade. Les expertises sur Quorum Origine, je crois que c'était 400 000 € par an. Bon. Tu veux dire, vous, ça vous coûte
Ça ne 400 coûte 000 pas à euros. nous, ça coûte alors, Ça coûte nous, ça nous au... coûte de l'argent, mais ça coûte déjà à la C'est à SCPI l'épargnant, ouais. 400 000 euros. Après, c'est beaucoup de travail pour la société de gestion. On n'a jamais coûté combien ça a calculé, mais ça coûte de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur les expertises, ça Ouais. prend du temps. Voilà. Soit c'est des auditeurs externes qui viennent Oui. évaluer la valeur du parc. Exactement. Et alors, tu le dis, bon, ok, 2 fois par an, bah, ça fait 800 000. 800 000, tu vois, Coran d'origine, c'est 200, on va arrondir 210 millions d'euros de loyer par an. Ben, presque 1 million d'euros, ça fait 0,5%. Enfin, c'est énorme. 0,5% des revenus, c'est colossal. Qui paye c'est c'est l'épargnant qui paye, c'est la SCPI qui paye. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, c'est un peu comme la Sécu, quoi. Ouais. On y va parce que on a l'impression que ça coûte à personne. Bah si, ça coûte à l'épargnant. Le deuxième point, c'est que donc tu vas pas chez le médecin quand tu n'es pas malade. En fait, ce truc-là, ça ne responsabilise pas les gérants. En gros, on ne craint plus rien parce qu'on va faire 2 expertises par an. J'affirme qu'on craint la même chose. Parce que pourquoi 2 fois, pourquoi pas 3 fois? Pourquoi pas tous les mois? Bah, honnêtement, parce qu'on a vu que le marché immobilier pouvait bouger très vite, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Donc, de mon point de vue, il aurait été beaucoup plus sain de responsabiliser les gérants et de mettre en place, si tu veux, des fusibles qui déclenchent obligatoirement des expertises sur la valeur des immeubles. Par exemple, voilà, un gérant qui a un taux d'occupation de ses immeubles inférieur à 90%. Alors, je vais expliquer rapidement. En fait, un immeuble, c'est une carcasse de pierre. En gros, ça ne vaut rien s'il n'y a pas de locataire dedans. Donc l'évaluation, elle se fait en grande partie sur la base du fait qu'il y a un locataire qui paye le loyer. Et plus le locataire est là longtemps, plus il paye des loyers longtemps, et plus ton immeuble a la valeur. Après, tu as les mecs de l'immobilier qui peuvent imaginer que Versailles, ça vaut plus cher qu'un appartement au fin fond, qu'un immeuble au fin fond de la Roumanie. Ce que je peux comprendre. Mais après, il faut qu'on fasse la démonstration qu'à Versailles, tu as un locataire solide qui paye le loyer. Voilà. Si par contre, j'ai une boîte allemande qui me paye un immeuble en Roumanie sur 20 ans, moi, je ne regarde pas où est l'immeuble, je ne regarde pas sa couleur ni son odeur. Ce que je regarde, c'est le cash flow. Donc, plus tu vas avoir des taux d'occupation élevés, donc des locataires qui occupent tes immeubles et qui payent les loyers, moins tu auras de risque sur ta valeur. Par contre, quand tu vas commencer à dégrader ton taux d'occupation, c'est-à-dire que quand tes immeubles vont être moins occupés, ton immeuble il va être à risque en termes de valeur. Donc, tu pourrais dire, par exemple, un tilt, si j'ai moins de 90% de taux d'occupation de mes immeubles, hop, je déclenche tous les 6 mois, donc peut-être tous les semestres, une expertise. Après, tu as des autres facteurs de risque. Par exemple, un gérant qui voit dans une SCPI le niveau de ses retraites. Donc les gens qui sortent, les gens qui veulent récupérer leur argent représentent par exemple 30% de ceux qui veulent rentrer. Tu dis, waouh, il se passe un truc là. Pourquoi est-ce que les gens veulent rentrer? Pourquoi est-ce que les gens veulent sortir? Ils ont sans doute une bonne raison de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Allez hop, je bloque, je mets en place des expertises. Mais c'est pas c'est pas à la fin du semestre, c'est dans le mois qui suit, tu vois. Il faudrait plus réactif, tu veux dire Il faudrait mettre des indicateurs, des fusibles intelligents qui déclenchent automatiquement des expertises et qui mettent le gérant sous contrainte de prendre ses responsabilités et de faire le boulot, d'aller faire l'expertise. Mais si tu as tes immeubles qui sont occupés à 100%, si tu as un très faible niveau d'endettement, par exemple, tu as plus de risques sur ta valeur d'immeuble si tu as mis beaucoup de dettes. Tu as moins de 10% de dettes, tu n'as pas le même risque que si tu as 40% de dettes, tu vois, par exemple. Et tout ça, ça permettrait à la fois de faire des choses beaucoup plus réactives, de faire des choses qui collent beaucoup plus à la réalité du marché, ça coûterait moins cher aux épargnants et ça responsabiliserait les gérants. Parce que quand tu vas annoncer à tes épargnants dans ta SCPI, je dois faire une expertise parce que là, il y a beaucoup de retraits ou parce que j'ai beaucoup de dettes. Avant de se mettre dans cette situation-là, les gérants commenceraient à réfléchir comment est-ce que je peux éviter de me mettre dans cette situation-là. Tu as parlé de la SCPI qui s'endette pour acheter des immeubles. Quid du particulier qui s'endette pour acheter de la SCPI? Est-ce que c'est un montage intéressant? Alors, en fait, c'est un montage qui est intéressant, mais il faut, comme toute chose, il faut poser les choses de façon assez basique. Par exemple, admettons, tu achètes ton appartement à titre personnel, tu l'achètes avec de la dette. Bon. Il ne viendrait pas à l'esprit de t'endetter plus que la valeur de l'immeuble, plus que la valeur de ton appartement. Tu ne vas pas t'endetter à 120%. D'abord, le banquier ne te prêterait pas. Mais tu pourrais aller voir un autre banquier sans lui dire que tu as emprunté, puis dire, je voudrais 20% de dette pour mon bien.
Alors, c'est pas possible, hein, mais s'ils te prêtent 20% de plus, tu vas t'endetter à 120%. Donc, c'est très bien de s'endetter pour acheter des parts de SCPI. Par contre, il faut le faire avec beaucoup de vigilance. Il faut déjà regarder le niveau d'endettement de la SCPI. Ça se voit dans les documents Oui, ça se réglementaires. voit dans les documents officiels. Parce que pareil, une SCPI qui est endettée à 30% par rapport au total de son patrimoine, ça veut dire que si le patrimoine immobilier, j'ai n'importe quoi, perd 30%, ok, ta perte, toi, elle n'est pas 30% en tant qu'actionnaire. Elle est près de 50% parce que ta mise, toi, elle était de 70, tu as 30% dans les SCPI. Donc, si l'immobilier perd 30%, la dette, elle est toujours là. Donc, tu vas faire 70 moins 30. Donc, il va te rester 40. Donc, ce qui va te rester, c'est 40 sur 70. Donc, en gros, tu as perdu 40%, 45%. En fait, le levier, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça augmente les effets. Donc, ça augmente les effets de gain, mais ça va aussi augmenter les effets de perte. Donc, il faut être très vigilant à ça. Donc, si là-dessus, sur cette SCPI qui est endettée mettons, à 30%, toi là-dessus, tu remets 50% de dette, ça va faire un levier énorme. C'est-à-dire que s'il y a une baisse de valeur, tu vas cumuler, tu vas augmenter ta perte de façon quasi exponentielle. Donc, il faut être très prudent avec ça. Donc, il faut le faire. D'abord, regardez l'historique de la SCPI, regardez le taux d'occupation des immeubles, regardez sa performance historique, être un peu vigilant, regardez son endettement et y aller avec beaucoup de parcimonie. Et même au niveau de taux actuel, c'est intéressant. Ouais, tout va dépendre du rendement de la SCPI. Mais oui. Donc, il faut avoir combien de delta enfin, combien il faut que tu surperformes de combien le taux? Alors, il y a deux Pour que ce choses. soit Tu pertinent. as le rendement, puis il faut aussi prendre en compte l'augmentation du prix de part, parce que ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez. Alors, quelque part, on en est un peu à l'origine. On en a beaucoup parlé, mais dans l'autre sens. Hein? On en a beaucoup parlé, mais dans l'autre sens ces dernières années. Parce qu'il y a eu beaucoup de baisses. Ouais, les SCPI qui ont monté alors, nous, on a toujours dit que ce qui était important dans une SCPI, c'était le rendement. Parce que les SCPI, c'est avant le rendement. Bon, c'est vrai que le rendement est important, c'est indubitable. Et c'est le cash qui tombe tous les mois chez les porteurs de parts. Ouais, chez Quorum, ça tombe tous les mois sur les comptes bancaires. Mais le truc, c'est que tu as aussi l'augmentation de la valeur du patrimoine ou la baisse qu'il faut en tenir compte. Et dans tu vois, quand tu vas acheter des actions, par exemple, tu achètes un tracker, tu achètes la performance d'une bourse, personne ne pense aux dividendes que payent les boîtes. Regarde la valeur de l'action. Voilà. Les SCPI, c'est comme si on regardait que le dividende qui est payé, on ne regardait pas, la valeur de l'action, la valeur de la part. Donc, il faut quand même en tenir compte. Donc, il faut regarder les deux. Et donc, il faut regarder aussi le potentiel d'appréciation du patrimoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, les SCPI qui investissent, elles ont plus de chances de faire des plus-values que celles qui achetaient il y a 4 ans. Ça, c'est évident. Et comment tu peux le mesurer, ça, le potentiel d'appréciation? Tu regardes ce qu'elles achètent, au taux auquel elles achètent, et puis tu regardes si elles ont été capables de rendre le bracelet. Est-ce que c'est les SCPI qui ont été capables de faire des plus-values? Donc réaliser des plus-values. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Qui vendent. Qui vendent, bien sûr. Ouais. Historiquement, tu l'as dit, tu as été plutôt à l'étranger, Espagne, Royaume-Uni. La dernière fois, on avait parlé des États-Unis. Ouais, l'Espagne aujourd'hui, je crois qu'on est dans 15 pays européens. Quoi. Mais du coup, les États-Unis, l'Europe, c'est bien. Ouais. Les États-unis, c'est mieux. Le dollar est faible. Est-ce que du coup, vous avez concrétisé le projet d'y aller? Non, le dollar est fort par rapport à l'euro, c'est l'inverse. Le dollar est très cher. Tu vois, on avait été en Angleterre parce alors on n'est pas qu'en Angleterre, on est en Pologne, on est dans certains pays scandinaves comme la Norvège. Notre SCPI Quorum XL a toujours eu pour objectif d'aller dans les pays avec des devises faibles, puis d'arrêter quand la devise était trop haute et de revendre. Les US, c'est le truc inverse. Les US, le dollar est super cher. Mais alors, on a été à 1,40, aujourd'hui on est à 1,10. Voilà, mais si tu fais la comparaison par rapport à l'Angleterre et la baisse de la livre, c'est deux stratégies opposées. Tu vas en Angleterre parce que la livre est faible, parce qu'on considère que le pays est faible. Et c'est vrai que le pays a été affaibli par le Brexit, c'est indubitable. Sauf que tu dis que la décote qui est liée au Brexit sur le pays, c'est 20% ou c'est 50%. Si le marché te décote la livre de 50%, les marchés immobiliers de 30%, et si toi qui te considères que la vraie décote, c'est plutôt 25% sur la livre et puis 15% sur l'immobilier, et tu y vas en te disant je vais faire des très bonnes affaires et un jour ou l'autre ça repartira. Donc tu vas au plus bas. Là, le dollar, c'est l'inverse. Le dollar est quand même vachement cher. Il est même très cher. Mais il a des bonnes raisons d'être très cher. C'est l'inverse du Brexit et de l'Angleterre. Il a des bonnes raisons d'être très cher parce que ça, c'est une conviction personnelle, mais quand M. Poutine a envahi l'Ukraine, enfin, pour la deuxième fois, parce qu'il avait déjà annexé la Crimée pour commencer, je me suis dit, c'est génial, on va faire l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu. Je me suis dit, on va faire l'Europe. Voilà, devant le fait accompli, il y a un tel danger qu'on va faire l'Europe de la défense, on va faire vraiment l'Europe économique, on va faire l'Europe diplomatique, et on va aller au stade d'après, qui va être de devenir une fédération. Voilà, vraiment un continent fort. Et au bout de 3 mois,
j'ai été obligé de constater que, en fait, c'est pas l'Europe qui allait devenir l'Europe, mais que M. Poutine avait réinventé les États-Unis. Voilà, il n'y a plus de guerre en Ukraine si les Américains décident d'arrêter d'envoyer de l'argent, parce que c'est pas les Européens qui font le job. On s'est rendu compte, les Allemands, par exemple, quand le robinet russe du gaz s'est arrêté, ils sont retournés vers les États-Unis pour acheter du gaz de schiste. Donc, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, le PIB des États-Unis dans le PIB mondial, c'est juste une monstruosité. Hein. Et ça fait que croître. Non, mais c'est monstrueux. On regarde les plus grandes entreprises mondiales, tu regardes la création de brevets par an, tu regardes même le taux de chômage, tous ces trucs-là. Alors, ça va très vite. Voilà. Tu te dis, en fait, autant avant 2022, j'aurais pas mis un copec aux États-Unis parce que tu avais la Chine, parce que tu avais tout un tas de choses qui se passaient. Tu sentais plutôt les États-Unis en attrition. Là, tu te rends compte que de toute façon, tu peux rien faire sans les États-Unis. Et indépendamment des élections qui viennent de se produire, tu peux rien faire sans les US. Donc, on a un dollar, qui est très cher, mais pour de très bonnes raisons. Et je crois que les États-Unis sont relancés au moins pour une dizaine ou une quinzaine d'années. On a aussi un contexte historique du dollar, parce que moi je fais partie d'une génération, j'ai vu naître l'euro. Quand l'euro a été créé, le dollar devait être à 0,91. En 2008, j'ai un truc de vieux 2008, ça fait 14 ans, crise des subprimes, le dollar a été descendu à 1,68. Donc, tu vois, à 0,91, 1,68, c'est colossal comme écart. Bon. Aujourd'hui, on est aux environs de 1,10, 1,15. Avec les élections, là, ça bouge un peu. Mais après, quand tu regardes les choses, compte tenu de la place des États-Unis dans le monde, le dollar est devenu une valeur refuge, d'autant plus une valeur refuge que pour un Hongkongais, pour un Singapourien, pour un Australien, de toute façon, dès que ces gens-là ont un peu d'argent, même pour un Anglais, dès qu'il a un peu d'argent, il met un petit peu de ses économies aux US. Ça paraît juste logique. Tu vas dans l'endroit qui est le plus protégé, qui crée le plus de richesse. Bon, se dire pour un Français, je parle même pas d'un Européen, mettre un tout petit peu de son argent aux États-Unis, et je dis pas d'en mettre 20%, 30%, mais t'en mets 5%, c'est pas complètement idiot. Donc voilà pourquoi on a créé cette SCPI qui investit aux US. Et c'est quoi la stratégie? Laquelle? Aux US. C'est d'être présent aux US. Après, l'immobilier, on fera ce qu'on a toujours fait, on va être hyper opportuniste. Donc peut-être qu'à un moment, on n'aura que la logistique, et puis après, on aura beaucoup plus de centres commerciaux, puis après, on aura plus de bureaux, et peut-être plus de logistique parce qu'on l'aura vendu. On va être juste opportuniste. Et vous avez déjà acheté des biens? Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'est bientôt public, mais on va acheter à New York pour commencer, dans Manhattan. Une autre façon de faire de l'immobilier, c'est via de la tokenisation. C'est quelque chose qui marche assez fort. On a notamment vu sur Finari pas mal de gens passer par Realty aux États-Unis, justement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Vous l'avez envisagé? Comment tu observes cette nouvelle façon de s'exposer à l'immobilier? En fait, il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. En fait, la tokenisation, ça n'est qu'un contenant. Tu pourrais me dire, tiens, je fais de l'immobilier avec un support sur une carte plastique. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est intéressant pour faire quoi? Alors, ça peut être par exemple un moyen de créer de la liquidité. Bon, mais si tu crées de la liquidité, il faut accepter la volatilité. T'as pas de miracle. Le sous-jacent, il n'est pas liquide. Donc, la tokenisation permet de créer de la liquidité, mais elle va amener de la volatilité. Variations de prix qui vont être indépendantes de la valeur du sous-jacent. Et puis, en fait, tout ça, faut que ça ait une vraie utilité à la fin de la journée. Donc, l'utilité, ça crée de la valeur, c'est bien. Moi, je suis pas pour la liquidité dans l'immobilier. Il faut laisser respirer l'immobilier comme il est. Après, oui, c'est une solution qui est intéressante. Mais comme toutes ces solutions, chaque génération a son lot d'innovation. Moi, je pense que la vraie modernité à venir dans les placements et l'immobilier va avoir une place intéressante là-dedans. Je ne sais pas si tu as entendu parler des ordinateurs quantiques. 2 états. Tu peux être mort ou vivant. C'est l'histoire du chat, Schrödinger. Voilà. Imaginez qu'un placement puisse avoir 2 états, ça serait génial. Parce que le mettre sous une forme encapsulée dans du digital, il y a du token, très bien, mais on l'a fait avant avec du papier, on l'a fait de façon dématérialisée. Tu vois, les parts de SCPI, c'est dématérialisé aujourd'hui, etc. Mais le vrai truc, je pense qu'il est là. Et se dire qu'un placement pour avoir 2 états, tu pourrais choisir entre le liquide ou l'illiquide, tu pourrais choisir entre
une anticipation haussière ou une anticipation baissière sur l'immobilier. Alors, ce qui se fait sur d'autres types d'actifs, hein. Mais ça fait beaucoup de sens. Et je pense que ça, c'est la révolution à venir. Tu as parlé de la bourse. Il y a une façon d'investir dans l'immobilier qui sont les foncières cotées, les SIIC en Europe, les REIT aux États-Unis. Tu as de la liquidité, tu as du patrimoine immobilier, tu es à la flat tax sur les dividendes, enfin les loyers. Bon, la flat tax sautera peut-être, mais pour l'instant, elle reste. Ça paraît assez attractif par rapport à une SCPI où tu es plutôt illiquide, potentiellement plus taxé, etc. C'est quoi ta vision de ce type de véhicule? Ah bah, alors, tu parles au bon client, parce que moi, à titre personnel, je crois que je t'avais dit l'année dernière, mais moi, en 2008, j'ai bazardé tout ce que j'avais. Et vraiment, je me suis rendu hyper liquide et j'ai été m'acheter des foncières cotées. Voilà. Je me suis gavé de foncières cotées, puis j'ai attendu, j'ai tout revendu en 2012. Donc, c'est les Unibail-Rodamco, Bah ouais. les Et Gecina. mais c'est le coup de ma vie, quoi. D'accord. Donc moi, je suis convaincu de ça. C'est une très bonne idée. Après, c'est pas la même chose. En ce moment, c'est une très bonne idée d'aller acheter des foncières cotées. Il y a juste un bémol, c'est que la bourse est quand même reste très haute. La bourse n'est pas pris le choc de la hausse des taux. Donc ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu une vraie crise boursière. Ça, c'est le seul bémol. Après, aller acheter des foncières des côtés, c'est vraiment intéressant. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu me parlais de comparaison avec une SCPI. En fait, il n'y a rien de comparable. En fait, quand tu vas acheter une foncière cotée, moi, quand j'étais acheté la foncière cotée, j'ai pas été acheter de la foncière, en fait. J'étais acheté le truc qui me paraissait le plus décoté à la bourse. Mais j'étais acheté de la bourse. Le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Oui, mais la bourse, elle s'en fout que ce soit l'immobilier. Si tu allais à la bourse qui fait 20%, les foncières cotées feront moins 20%. Si la bourse fait plus 20, les foncières cotées feront sans doute plus 20. Donc, tu veux dire que c'est hyper corrélé au marché. C'est du financier. Et oui, c'est liquide. Évidemment que c'est liquide. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de me dire. Évidemment que c'est liquide. Pourquoi c'est liquide? C'est liquide parce que tous les jours, tu peux avoir un prix, parce que c'est pas des immeubles que tu achètes, c'est des actions. Mais donc, ça veut dire que la valeur de ton action, d'ailleurs, tu vas m'en faire la démonstration, elle n'est pas corrélée avec la valeur de l'immeuble. Ça veut bien dire que c'est pas des immeubles. Elle devrait reconverger à un moment. Peut-être, mais t'en sais rien. Mais pourtant, t'es liquide. Alors peut-être qu'à un moment, elle va même dépasser. Ça a été le cas pour ces foncières. Elles avaient une valeur, la valeur de l'action était supérieure à la valeur du sous-jacent. OK? Mais c'est ça qui rend le truc liquide. Un truc qui n'est pas liquide, pour le rendre liquide, tu l'ajustes comment? Par le prix. Tu l'ajustes par le prix. Donc ça se traduit par un terme technique qui s'appelle la volatilité. C'est-à-dire que pour rendre liquide un truc qui n'est pas liquide, tu vas dire, OK, OK, t'as un immeuble, je te l'achète, mais par contre, je l'achète à un prix de côté ou surcoté en fonction du marché. Donc, tu ne vas pas être lié à la valeur de l'immeuble, tu vas être lié à la valeur des marchés financiers. Donc, c'est très bien. Et puis après, sur la flat tax, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais la flat tax, au bout du compte, tout va dépendre de ton taux d'imposition marginal. Et on a déjà parlé tout à l'heure. Enfin, les SCPI françaises, c'est vrai qu'elles ne sont pas vraiment bien placées. Les SCPI qui investissent à l'étranger ont un petit avantage. Si je prends un peu de recul en tant qu'épargnant, selon toi, quelqu'un, par exemple, qui a 100 000 euros de patrimoine, 30 ans, plutôt une situation stable, qui n'a pas d'appartement, donc qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale, c'est quoi la place de la SCPI dans son patrimoine? Quelle partie devrait allouer? Sans rentrer dans du conseil financier, mais selon toi. En fait, c'est une partie, tout va dépendre de ta psychologie. Long terme. Non, mais tu sais, nous, par exemple, on vend nos SCPI dans les pays étrangers. Le comportement, par exemple, d'un Néerlandais, c'est pas celui d'un Français. Un Néerlandais, il est pire joueur. Un Néerlandais, il va être capable de te mettre 100% de dette sur ta part de SCPI parce que le Néerlandais, il aime gagner de l'argent. Alors, ça ne lui pose aucun problème d'en perdre. Et quand il en perd, c'est la vie. Tu vois. En France, on est un peu plus risque adverse, comme on dit. La SCPI, elle a des qualités, elle a des défauts. Ces qualités, c'est... Moi, je parlais de mes SCPI, mais c'est vrai aussi les autres, c'est que, bon, déjà, il y a un truc qui lui donne une grande valeur, c'est le meilleur moyen de se protéger, c'est de recevoir du cash. Moi, tu vas acheter une action, me dire j'ai une action en portefeuille, elle a pris 50%, je suis pas riche. Tant que j'ai pas vendu, tant que j'ai pas le cash, j'ai rien gagné. Mais rien. C'est comme beaucoup de choses. Tant que tu n'as pas l'argent en caisse, ça vaut rien. Donc la SCPI, elle a un avantage, c'est qu'elle te restitue la valeur à travers les dividendes régulièrement. Donc tu te dis, je suis peut-être un petit gagnant, peut-être que je vais faire 6% par an pendant 12 ans, mais pendant 12 ans, tu as touché 6% sur ton compte bancaire. C'est précieux.
Et donc, peut-être que dans une stratégie, il te dit, j'ai assuré un truc qui est sur mon compte bancaire, c'est pas complètement idiot. La SCPI, ce qu'elle te permet aussi, c'est l'hyperdiversification à travers des dizaines, alors une certaine taille, des dizaines d'immeubles, des centaines de locataires. Donc, en fait, si tu es intéressé par l'immobilier, tu fais l'immobilier sans l'emmerde de l'immobilier. Parce que quand tu achètes un appartement, tu veux faire du locatif, tu es emmerdé par le locataire si c'est toi qui gères, ou alors tu vas payer des frais par le property manager, enfin ce qu'on appelle l'administrateur de biens. Après, tu vas avoir de la vacance. Tu as un seul actif, le mec, il s'en va, tu n'as pas de revenus pendant 6 mois parce que tu ne le loues pas. Bon, voilà, dans les SCPI, tu lises tout ça, normalement, plutôt bien, si le gérant fait bien son boulot. Donc, la SCPI, elle a cette vertu-là. Et la SCPI, quand elle est bien gérée, et quand les épargnants sont satisfaits du job que fait les gérants, bah, la crise récente vient de démontrer que c'est liquide. Moi, les gens, ils sont sortis chez moi depuis 2 ans, en 48 heures, quand ils veulent sortir. C'est pas un produit magique. Tu feras jamais du 20% avec une SCPI. Tu feras jamais tes 20% de TRI. Donc, pour faire 20% de TRI, il faut autre chose. Et si tu veux faire que 20% de TRI, bah, pas dans une SCPI, ça c'est sûr. Où est-ce que tu vois le TRI de Quorum là, sur les prochaines années? Historiquement, on était quand même assez élevé, tu vois. Le TRI? Ouais. Alors, il y a plusieurs véhicules. Quand tu prends Quorum Origine, on va être entre 7 et 8 sur... voilà, on est autour de 7, 6,5, 7 sur 10 ans. Sur Quorum XL, l'objectif, c'est de faire 10. Pour faire 10, il faut qu'on vende de l'Angleterre, notamment. Donc, ça, c'est toute notre stratégie sur l'Angleterre. En interne, nous, Quorum XL, c'est la SCPI qui nous fait vibrer. Voilà. Pourquoi? Parce que le truc est tellement... c'est un peu comme l'éléphant au milieu du couloir, quoi. On a été se positionner, notamment, principalement en Angleterre après le Brexit. On a bénéficié d'une fenêtre d'investissement qui a été géniale, qui s'est prolongée. On n'aurait pas pu imaginer qu'il y a eu le Covid derrière. Déjà, juste après le Covid, en 2022, on commençait à réfléchir à arrêter d'investir au UK parce que ça devenait trop cher. Donc, derrière, il y a eu la crise... en Ukraine avec la hausse des taux d'intérêt. Après, les Anglais ont une année avec 3 premiers ministres et la mort de leur reine. Donc, tu vois, ça nous a permis de continuer à investir dans de bonnes conditions. Là, la livre, elle est remontée. Elle est montée à 1,20. On a investi en moyenne à environ 1,14. Donc, on a un petit gain sur la livre. Le marché immobilier est en train de se refaire une couleur, doucement. En tout cas, c'est le marché immobilier qui est le plus réactif en Europe. C'est le marché immobilier qui était reparti le plus vite après le Covid. Voilà, donc c'est celui qui va le plus vite dans un sens comme dans l'autre. Donc pour nous, c'est en termes de gestion, c'est le truc dans lequel voilà, on est impatient de démontrer voilà, le côté opportun de cette SCPI. Et puis Orion, on l'a lancé au milieu du Covid. Elle a eu un départ tonitruant, je l'ai dit 10-40 la première année. La deuxième année, fait prix de part plus augmentation de prix de part plus dividende. La troisième année, pareil, tu es autour de 9-10% aussi, tu vois. Après, c'est une SCPI qui va chercher des immeubles avec moins de rendement mais plus de plus-value. Donc, elle investit au bon moment. Voilà, il faut lui laisser le temps, mais nous, on est plutôt très confiants sur l'avenir. Enfin, sur les classements des années à venir, on se sent plutôt bien à l'aise. Et puis, on vient de lancer Quorum USA, donc on est aussi confiant sur les rendements des premières années. Voilà. Tu l'as dit, si j'achète une part de SCPI en pleine propriété, je touche les loyers tous les mois chez Quorum, tous les mois chez plusieurs néo-SCPI. Pas tous les mois, forcément, chez les nouveaux SCPI. Tous les trimestres. Il y en a qui font tous les mois. Qui essayent. Qui essayent. Et du coup, tu peux aussi acheter en démembrement, enfin en nue propriété. En quoi c'est un schéma qui peut être intéressant pour un particulier? Ou dans quel cas de figure? Démembrement, c'est intéressant. Alors, c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui que tu vas te dire un truc. Démembrement, faut peut-être le faire dans ces grosses SCPI qui se sont plantées. Pourquoi? Parce que le prix de part a beaucoup baissé. Et en plus, tu prends la décote du démembrement. Tu prends la décote du démembrement, donc tu vois, c'est pas un truc idiot à faire. Non, le démembrement, c'est bien parce que ça te permet de ne pas être fiscalisé sur les revenus. Donc, si tu n'as pas besoin de revenus, c'est un moyen d'éviter de te faire fiscaliser. Puis après, tu reconstitues la propriété, tu démembres la propriété. Donc, tu enlèves l'usufruit, il ne te reste plus que la nue propriété. Tu es juste propriétaire de la part de SCPI, mais tu ne touches pas le dividende. Puis au bout de 10 ans, tu reconstitues le tout et donc tu récupères le dividende avec la part de propriété. Tu vas pouvoir revendre ta part. Voilà, si le gérant a bien fait son boulot, elle aura pris de la valeur. Et puis, tu auras payé beaucoup moins cher au départ. Tu auras une très grosse décote. Là, ça va faire 15 ans, plus de 15 ans que tu fais de l'immobilier, 20 ans peut-être. C'est quoi le dernier conseil que tu aurais pour les investisseurs qui veulent soit se lancer, soit renforcer leur position dans la classe active? Si j'ai un seul conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas aimer l'immobilier si on veut faire des affaires dans l'immobilier. J'aime pas l'immobilier. Tu me l'as déjà dit.
Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas ça. Le truc qui m'intéresse... Ça tombe mal, c'est ton job au quotidien. Mais non, c'est pas mon job. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter au bon prix, de mettre en situation d'un jour de vendre à un meilleur prix, et entre-temps, toucher les loyers. Et les loyers, c'est pas des immeubles, c'est des entreprises. Je passe énormément de temps à regarder mes locataires. C'est ça qui est intéressant, leur stratégie. Moi-même, j'ai été locataire avec mes entreprises, voilà, et j'étais de l'autre côté de la barrière, donc je sais ce que ça veut dire. Et je regarde tout ce petit monde immobilier d'un air assez amusé. Voilà. Donc, si on aime l'immobilier à titre personnel, c'est très bien. Si on aime le design, l'architecture, la déco, les beaux quartiers, formidable. Et si c'est pour faire de l'investissement, il faut se couper de tout ça. Il faut juste pas regarder l'immeuble. Il faut juste te dire que le marché immobilier, tu as un moment, toi, il faut que tu achètes à un gars qui a besoin de vendre, et il faudra que tu revendes un jour à un gars qui a besoin d'acheter. Et entre les deux, il faut prendre le maximum de rendement. Et si tu veux faire de l'immobilier intelligent, c'est ça. Après, il y a des gens qui font de l'immobilier différemment. Moi, je ne sais pas le faire. Mais si j'étais épargnant, et puis alors être attentif aux belles histoires. Tu te souviens, il y avait les SCPI Grand Paris, il y avait tout un tas de thèmes comme ça. Alors tu vas me dire, hey, toi, tu fais les SCPI US. Je fais une SCPI US, c'est pas un truc qui est dans l'air du temps. Je regarde juste ce qui se passe autour de moi dans le monde et je me dis, où est-ce que je devrais mettre une partie de mon argent? Je devrais le mettre là, tu vois. Mais attention aux histoires. Attention aux histoires. Parce que les histoires, ce que je disais tout à l'heure, tu vas être contraint d'investir dans un truc, donc tu n'auras pas les diversifications. Tu vas te concentrer, donc généralement, tu vas acheter beaucoup plus cher parce que tout le monde a la même idée au même moment. Et quand tu vas vouloir revendre, tout le monde va vouloir revendre au même moment aussi. Parce que je disais, tu ne vas pas être dans mon phasille. Donc, il faut être contrariant. Il ne faut pas être contrariant, je pense qu'il faut avoir du bon sens. Voilà. Et puis, ami épargnant, regardez bien les frais, tous les frais. Et puis, si j'ai un dernier conseil à donner, ne faites pas un investissement avec comme premier critère de choix la fiscalité. Il vaut mieux payer des impôts parce que ça veut dire qu'on a gagné de l'argent. Après, rien n'empêche d'optimiser, évidemment. Mais le premier critère d'investissement, ça ne doit pas être la fiscalité. On est sûr un jour ou l'autre de se faire avoir. De se faire avoir. Pourquoi? Parce que faut bien comprendre que l'attrait fiscal attire les opérateurs qui vont faire les montages, qui vont vous permettre d'obtenir ce gain fiscal, d'ailleurs auquel citoyen vous avez droit. Pourquoi vous payez un droit que vous donne l'État? Mais on l'a bien vu, on l'a même vu dans les CPI fiscales. Voilà. Tu as des montages en fait qui coûtent très cher et ton gain fiscal il est mangé à la fin de la journée. Mais je ne parle pas des CPI fiscales. Je parle de tous les montages sur les Dorobiens, tous ces trucs-là. Il faut faire attention. Voilà. Soyez vigilants. Merci Frédéric. Merci Mounir.